Le problème du consommateur, il faut l'éduquer, on est d'accord. Mais on sait que la transition va être longue, donc qu'est-ce qu'on fait pour que ceux qui sont en train de produire quand même pour tout ce qui est pas cher et puis qui évoluera peut-être pas chez eux facilement. C'est les consommateurs qui vont emmener les gens. Ici les gens les ont en cage. Le consommateur en veut plus, les distributeurs disent bon ok, on en met plein les rayons, c'est sûr. Et ben, pourquoi les œufs ça va en train de changer là, en 10 ans il va y avoir, ça va passer de... Ça va pas demander 15 ans les œufs. Le consommateur, il achète les œufs de plein air, il les paye peut-être 10% plus cher, mais il les achète. Ça, on sait que sera pareil les œufs, pour tout le reste des produits. Et on en revient à ce que j'ai demandé au début, mais l'éducation c'est les enfants. Et moi je vais répondre à la question, il faut arrêter de soutenir cette agriculture qui est pas bonne pour la société, qui est pas bonne pour le consommateur. Et qui coûte cher. Donc s'il y a des gens qui veulent continuer dans cette voie-là, et ils le font, mais au libéralisme effréné, mais sans aide, on arrête de donner des subventions à ces gens-là. Ou alors on leur en donne à minima sur 20 hectares, 30 hectares, mais ça s'arrête. On ne continue pas à développer des exploitations immenses où ils vont avoir 300-400 hectares et ils vivent avec ces subventions. Ça s'arrête. On arrête aussi de faire payer à l'ensemble de la société la dépollution de l'eau qui profite à 2-3%. Mais parce que finalement, quand même, la PAC, nous on verse la PAC, elle verse une somme à l'Europe et puis elle nous revient. Et donc ce que j'entends, parce que on m'a dit, ce que certains reprochent, c'est le fait que quelque part tous les citoyens français financent des subventions mal réparties pour des choses qui, à la limite... Ils payent deux fois. Ils payent les subventions pour que pour de la mauvaise alimentation entre guillemets, qui pollue l'eau, qui pollue eux. Oui, Ils payent de l'argent pour dépolluer. Donc vous, bon, franchement, si je comprends bien au définitif ce que vous dites, c'est que pour que cette transition, il faut inciter par des aides, et puis il faut enlever des aides à ceux qui... Oui, voilà. il faut réorienter. Si c'est vertueux, il faut aider. En fait, c'est simpliste. Hein. Oui, mais C'est du bon sens. c'est du bon sens paysan. En fait, moi quand j'ai changé, c'est que tout le monde, enfin la majorité des agriculteurs pensent que le volume fait le revenu. Et tous autant qu'on est, c'est pas le volume, c'est on baisse les charges. L'herbe, le machin, l'autonomie. Voilà, l'autonomie alimentaire et surtout après de décision, parce que quand on se détache aussi de tous les soi-disant techniciens qui viennent nous aider pour acheter tel produit, ça va augmenter. Quand on se détache de ça et qu'on... Ça c'est ce qui revient souvent. Hein. On se met autour d'une table et qu'on réfléchit, qu'on dit bon alors comment on fait pour baisser les charges. Et moi depuis que je peux prendre mon exemple, on s'est agrandi que de 5 hectares. On avait des taurillons, j'ai enlevé les taurillons, on vendait du blé, il n'y avait plus de blé. Donc on a toujours 50 vaches, on fait que du lait, mais on achète quasiment plus rien. On achète un peu de soja, enfin plus de soja maintenant, mais on était passé au colza, puis maintenant on va acheter du lupin à quelqu'un du GI2E local, on va essayer de tout garder local. Alors on s'aperçoit que oui, on fait moins de chiffres par contre. Mais on a... Vous avez des aides encore? Ah bah toujours oui. Et sans les aides, ça serait rentable? Les aides, on les a placées là. Donc on a réussi à se dégager des petits salaires parce que voilà, on avait préféré asseoir un peu pendant les finances. Mais en gros, voilà, si on veut parler chiffres, on sortir, on est deux, on sortir 3 000 €. Pardon. Mais poser la question à un céréalier qui a 150 ou 200 hectares tout seul, si on lui enlève les aides, il vit ou pas. Ouais, voilà. Mais il vivra pas. Il vivra même moins bien que... Les années de crise, ce qui faisait mon revenu, c'est les aides. Il touche 150, il y a une somme. Ce que j'ai bien entendu chez tout le monde, c'est que tous ceux qui sont heureux, qui ont changé de modèle, et au moins une chose qui les rend heureux, c'est des revenus, des entrepreneurs qui décident, et comme m'a dit quelqu'un, qui refait lui-même ses factures. Oui, c'est ça. Qui était devenu un entrepreneur, avec toutes les grandes décisions. Ça, c'est quelque chose de commun à tous. Et ça, on n'y pense pas. C'est vrai que de l'extérieur, on a oublié que vous n'étiez plus du tout dans ces conditions-là, alors que vous avez créé quelque part une entreprise et qui est complètement différente. Alors, c'est vrai aussi que ce qui est très différent et ce qui est très, très étonnant, c'est que vous dites on est redevenu des vrais entrepreneurs, et puis par contre, on en a parmi nous. Et ça c'est peut-être des choses que les gens n'ont pas envie d'entendre, c'est qu'on ne peut pas considérer que ce soit des vraies entreprises puisqu'il n'y a pas un autre secteur où quand une entreprise n'est plus vivable, comme vous le disiez à l'instant, que pour avoir... Sans revenu, il faut 150 d'aide. Il n'y a nulle part, il n'y a personne d'autre qui a ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce qu'on ne dit pas, ce qu'on n'a pas dit encore trop sur la bio par rapport au conventionnel, c'est que sur une même exploitation, sur une même superficie, on va avoir plus de main-d'œuvre. Donc socialement, en termes d'emploi, la bio, c'est un gain.
c'est un gain en termes d'emploi. Parce que sur une même exploitation, enfin sur une exploitation de 100 hectares, vous avez 2 ou 3 en bio, en conventionnel, une personne ça suffit. Dites donc, il y a quelqu'un qui nous disait ce matin un truc, moi j'avais jamais réfléchi, c'est que fiscalement c'était intéressant pour. Il y a eu aussi le problème de beaucoup de ces personnes, là, des agriculteurs, qui avaient des aides fiscales ou pour défiscaliser, qui achetaient du gros matériel. Oui. Mais je l'ai fait moi. Ah. Ben oui, je suis un conventionnel, je l'ai fait. Non mais voilà, effectivement, il y a eu ce qu'on appelle le suramortissement de 40% du matériel alors, entre avril 2016 et jusqu'à avril 2017. Pendant un an, voilà, quand on achetait un matériel, admettons 100, on pouvait l'amortir 140. Vous venez de dire que ça a été mis en place l'an dernier ce truc oui, en 2016. 2015. Oh, ça c'est une bonne idée, donc vous savez pas ça. Mais voilà, mais ça a des effets pervers parce qu'à chaque fois on va inciter l'agriculteur à acheter des trucs plus gros, ceci, cela. Alors moi je l'ai fait parce que ça tombait juste dans la période où il fallait que je renouvelle. Non, j'ai acheté un tracteur, même moins puissant que mes voisins. Mais moi c'était la période où j'avais besoin de renouveler mon tracteur, donc je l'ai fait, mais j'avais pas changé mon tracteur parce qu'il y a eu cette opération. Mais il y en a qui l'ont fait quoi. Mais ça, à chaque fois, ce genre de choses, le souci c'est qu'à chaque fois, ça profite toujours aux gros céréaliers, enfin aux plus grosses structures. Et aux agriculteurs qui ont moins d'investissement, ils en profitent moins. Voilà. Et aux concessionnaires qui gravitent autour. Et c'était une incitation du gouvernement. Je vous remercie messieurs d'avoir bien voulu me consacrer du temps, c'est très intéressant. Je vais essayer de faire remonter ça à Paris et puis on fera également un rapport pour les idées principales que vous avez soulevées et puis qui sont, ma foi, très intéressantes. Alors, on a surtout retenu qu'effectivement, vouloir changer n'était pas forcément quelque chose de dangereux, mais ça pouvait être porteur pour vous financièrement, porteur pour vos familles, porteur pour votre santé et porteur pour tous les consommateurs. Et puis même pour tous les citoyens, puisque si j'ai bien compris, l'environnement s'en ressent de manière très positive. Encore une fois, merci.